Madame de Sévigné a d'ordinaire le plus beau teint du monde, les yeux petits et brillants, la bouche plate, mais de belles couleurs, le front avancé, le nez semblable à soie, ni long ni petit, carré par le bout, et tout cela, qui en détail n'est pas beau, est à tout prendre assez agréable. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Il est permis de s'en attrister. Parmi les effets contrastés, positifs et négatifs de l'émergence du numérique, figure une conséquence importante de la prolifération des courriels. La correspondance traditionnelle portée par l'écriture est en passe de s'étioler, et cela à toute vitesse. La Poste vient d'ailleurs d'en prendre acte en supprimant tristement, sans qu'il ne s'élève guère de protestation, les timbres qui garantissaient, selon sa vocation, la promptitude dans la livraison des lettres privées. L'envie surgit, du coup, entre nostalgie et lucidité, de se reporter en arrière vers tel ou tel trésor de lettres échangées qui ont affirmé leur place au centre de l'histoire littéraire et sociale. Les exemples pourraient être nombreux, mais nul ne s'impose avec plus de force que celui de Madame de Sévigné, qui va se trouver, sous cet angle, le sujet de notre émission. Avec Geneviève Haroche-Bouzinac, professeure émérite à l'Université d'Orléans, biographe reconnue de la merveilleuse marquise, nous allons restituer la richesse de cette correspondance, devenue, avec le temps, si fameuse. Elle s'est développée entre secret, discrétion et transparence, selon une dialectique compliquée qui méritera qu'on s'y attarde. Elle renseigne magnifiquement, avec une sincérité que les écrits immédiatement publics n'auraient pas permise, sur les composantes et les ressorts de la société des lettres à son époque. Elle parle de politique, parmi le tourbillon des passions et des intrigues de la cour et de la ville, en nous dévoilant ce qui, sur le champ, n'était que murmuré. Elle dit aussi beaucoup, avec la franchise que suscite la passion et que permet l'écrit intime, sur la spécificité, la permanence peut-être, de sentiments familiaux compliqués, en inscrivant, semble-t-il, en son centre, l'amour intense et exclusif porté par une mère à sa fille. Je m'en vais vous demander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus brillante, la plus digne d'envie, enfin une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés. Encore cet exemple n'est-il pas juste? Une chose que l'on ne peut pas croire à Paris. Comment la pourrait-on croire à Lyon? Une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde. Une chose qui comble de joie Madame de Rohan et Madame d'Autrive. Une chose enfin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue. Une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à la dire, devinez-la, je vous le donne en 3. Jetez-vous votre langue au chien. Eh bien, il faut donc vous la dire. Monsieur de Lauzun épouse dimanche au Louvre. Devinez qui? Je vous le donne en 4, je vous le donne en 10, je vous le donne en 100. Madame de Coulanges dit, voilà qui est bien difficile à deviner, c'est Madame de Lavallière. Point du tout, madame. C'est assurément Mademoiselle de Créqui. Vous n'y êtes pas, il faut donc à la fin vous le dire. Il épouse dimanche au Louvre, avec la permission du roi, Mademoiselle. Devinez le nom. Il épouse Mademoiselle, ma foi jurée, Mademoiselle, la grande Mademoiselle, Mademoiselle, fille de feu monsieur, Mademoiselle, petite fille de Henri IV, Mademoiselle de Dombes, Mademoiselle de Montpensier, Mademoiselle d'Orléans, Mademoiselle, cousine germaine du roi, Mademoiselle, destinée au trône, Mademoiselle, le seul parti de France qui fut digne de monsieur. Voilà un beau sujet de discourir. Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous dites que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à imaginer, si enfin vous nous dites des injures, nous trouverons que vous avez raison, nous en avons fait autant que vous.
adieu. Les lettres qui seront portées par cet ordinaire vous feront voir si nous disons vrai ou non. Geneviève Haroche, bonjour. Bonjour Jean-Noël Jeannenet. Nous avions à choisir parmi une foultitude de citations possibles cette lettre très fameuse, le mariage de Mademoiselle, du 15 décembre 1670, était lue ici par Gisèle Casatsu. Elle me paraît, je ne sais pas ce que vous en pensez, assez représentative de ce qu'est l'intensité de ce grand talent. Oui, c'est un exercice de virtuosité littéraire dans lequel Madame de Sévigné adapte la forme de l'énigme à la lettre afin de tenir en haleine ses cousins Coulanges qui sont parmi ses correspondants, ses destinataires les plus fréquents, les plus fidèles. Cette citation exprime assez bien, me semble-t-il, vous allez me dire si vous en convenez, une forme de talent particulier de votre chère marquise. Oui, elle a beaucoup de talent, elle a le sens de la créativité, du néologisme. Elle sait introduire dans la lettre diverses formes, comme la poésie, le dialogue, les scénettes. Bref, c'est un art de la variation, un art aussi qui accueille le trait d'esprit, le bon mot. Elle est très spirituelle. Est-ce que vous rejoindriez le propos de Voltaire, qui disait d'elle « Elle était née pour rendre aux Français trop majestueux et trop tendus par les efforts des imitateurs des langues classiques, la détente, l'élasticité et la volubilité de sens, de mots et de tours. Elle créa la langue de l'entretien. » Oui, c'est-à-dire que Madame de Sévigné, dès le 1er XVIIIe siècle, apparaît comme la représentante du naturel, d'un style naturel. Quelles sont les relations entre la conversation et cette correspondance ? C'est une question qui me paraît assez primordiale. Eh bien, Madame de Sévigné, afin de louer les lettres qu'elle échange avec sa fille, dit « Ce sont de véritables conversations que nos lettres. La référence, c'est véritablement la conversation ou alors, quelquefois, la causerie. La causerie qui désigne un entretien plus privé, plus intime. Mais n'oublions pas que le XVIIe siècle, c'est le siècle de la conversation, le siècle des ruelles, le siècle des échanges très brillants. Et donc, la lettre, qui est le discours des absents, cherche à reproduire de manière extrêmement vivante une conversation entre personnes éloignées. Il faut bien sûr que nous portions aux origines de ce destin, pour commencer, que vous nous rappeliez, Geneviève Haroche, le milieu où s'est formée Madame de Sévigné. Eh bien, Madame de Sévigné se trouve à la confluence, à la jonction de deux dynasties véritablement différentes. Du côté de son père, elle appartient à une famille de vieille noblesse bourguignonne, Cels Bénigne de Rabutin-Chantal. Son père, le fils de celle qu'on appellera Jeanne de Chantal, enfin qu'on appellera Sainte Chantal, Jeanne de Chantal, qui a été sanctifiée, qui a été canonisée au XVIIIe siècle. Petite fille d'une sainte, c'est pas très fréquent. Oui, peut-être pas toujours non plus très facile. Et de l'autre côté, elle appartient à une famille de financiers, de ce qu'on appelle des partisans, car il possédait des parts de ferme générale. Et son grand-père a fait fortune, Philippe Ier de Coulanges, a fait fortune dans la fourniture aux armées. Et donc, il a acquis un domaine portant fief. Donc, du côté maternel, la peinture des armoiries est à peine sèche, tandis que du côté de la Bourgogne, il s'agit d'une famille très ancienne. Ce contraste n'est pas sans fécondité pour la formation de cette petite fille qui est très tôt orpheline. Oui, très tôt, elle perd son père à l'âge de 18 mois, à l'âge où elle n'a pas même la parole, et sa mère à l'âge de 7 ans. Elle sera confiée, grâce à un conseil de famille, à sa famille maternelle, qui l'élèvera au milieu de nombreux oncles et tantes, de cousins, dans un très bel hôtel de la Place Royale, et aujourd'hui place des Vosges. Oui, aujourd'hui place des Vosges, et également dans les campagnes de Suzy-en-Brie. Donc elle a une enfance très gaie, heureuse. C'est une très jolie enfant, et donc elle est très entourée, très appréciée. Donc il semblerait qu'elle ait des souvenirs très heureux. On est au mi-temps du XVIIe siècle, puisqu'elle est née en 1626 quand elle se marie. C'était assez fréquent à l'époque, jeune, à 18 ans. On disait d'elle qu'elle était la perle des demoiselles et un riche parti. Donc elle sera assez convoitée, et son oncle et tuteur, Philippe de Coulanges, choisit Henri de Sévigné, seigneur des Rochers, pour ce mariage.
C'est un bel homme, il paraît avoir esprit, dit Olivier d'Ormesson, qui est son oncle par alliance. Et donc il semblerait que les premières années du mariage soient heureuses. Henri de Sévigné l'a conduit au château des Rochers, où elle se trouve bien, malgré l'aspect rude, près de Vitré. Et de cette union vont naître en 1646 et en 1648 une fille, Françoise Marguerite, qu'on appelle Françoise, et un garçon, Charles. Elle est veuve assez tôt, son mari est tué en duel. Oui, elle est veuve à 25 ans, et bien que le mariage ait connu quelques accrocs, il semblerait qu'elle en soit extrêmement désespérée. Elle évoquera plus tard l'abîme où j'étais à la mort de Monsieur de Sévigné. Est-ce que ceux qui ont dit ou prétendu qu'elle pouvait être un des modèles de Célimène dans le Misanthrope de Molière peuvent être justifiés? Oui, l'amour que je porte à cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui treuve, etc. Oui, en tout cas, si ce n'est un modèle, du moins un élément de comparaison semblable, certainement. Après son veuvage, on peut songer aussi au poème de La Fontaine, La jeune veuve. C'est une veuve qui n'est pas mélancolique, qui est très courtisée. Elle a du bien. Marie de Rabutin-Chantal avait beaucoup de biens, mais par son mariage, elle hérite des dettes de la famille de Sévigné, et des dettes contractées déjà par Charles de Sévigné, son beau-père, qu'elle n'a jamais connu, mais également des dettes d'Henri. Ce qui fait qu'elle sera obligée de vendre des terres afin de retrouver un équilibre financier. En cela, elle est aidée par son oncle, l'abbé Christophe de Coulanges, qu'on surnomme le bien bon, qui est quelqu'un qui a le sens des chiffres et aussi le goût des bâtiments. Et puis il y a un autre personnage qui est important pour elle, c'est son cousin, Bussy Rabutin, avec qui elle entretient ce qu'elle a appelé des rabutinades. Oui, des rabutinades et ce qu'on appelle le rabutinage, c'est-à-dire c'est une façon de se disputer, de se réconcilier, d'échanger de bons mots. Donc c'est une façon extrêmement spirituelle de créer des néologismes, on l'a dit. Peut-être pourrait-on dire que ce rabutinage est l'ancêtre du marivaudage. Ou du flirt au XIXe siècle. Peut-être, oui. Oui. C'est Bussy Rabutin dit d'elle, elle était de ces gens qui ne devraient jamais mourir, comme il en est qui ne devraient jamais naître dans son histoire amoureuse des Gaules. Et puis, à certains moments, il se brouille et il est capable de faire d'elle un portrait plus acidulé, comme celui que je vais vous faire entendre. C'est une citation extraite de Une vie, une œuvre, consacrée à Bussy Rabutin, le 26 juin 1986, une émission de Marie-France Hazard. La lecture est de Bernard Lavalette. Madame de Sévigné a d'ordinaire le plus beau teint du monde, les yeux petits et brillants, la bouche plate, mais de belles couleurs, le front avancé, le nez semblable à soie, ni long ni petit, carré par le bout, la mâchoire comme le bout du nez, et tout cela, qui en détail n'est pas beau, est à tout prendre assez agréable. Elle a la taille belle, sans avoir bon air, elle a les cheveux blonds, déliés et épais, elle a bien dansé, et à l'oreille encore juste. Elle a la voix agréable, elle sait un peu chanter. Voilà pour le dehors, à peu près comme elle est faite. Il n'y a point de femme qui ait plus d'esprit qu'elle. Sa manière est divertissante. Il y en a qui disent que, pour une femme de qualité, son caractère est un peu trop badin. Du temps que je la voyais, je trouvais ce jugement-là ridicule, et je sauvais son burlesque sous le nom de gaieté. Aujourd'hui, quand ne la voyant plus, son grand feu ne m'éblouit pas, je demeure d'accord qu'elle veut être trop plaisante. Si on a de l'esprit, et particulièrement de cette sorte d'esprit qui est enjoué, on n'a qu'à la voir, on ne perd rien avec elle. Elle vous entend, elle entre juste dans tout ce que vous dites, elle vous devine et vous mène d'ordinaire bien plus loin que vous ne pensez aller. Quelquefois aussi, on lui fait voir bien du pays. La chaleur de la plaisanterie l'emporte et, en cet état, elle reçoit avec joie tout ce qu'on lui veut dire de libre, pourvu qu'il soit enveloppé. Avec tant de feu, il n'est pas étrange que le discernement soit médiocre. Ces deux choses étant d'ordinaire incompatibles, la nature ne peut faire de miracle en sa faveur. Un sot éveillé l'emportera toujours auprès d'elle sur un honnête homme sérieux. La gaieté des gens la préoccupe. La plus grande marque d'esprit qu'on lui peut donner, c'est d'avoir de l'admiration pour elle.
Elle aime l'encens, elle aime d'être aimée, et pour cela elle sème afin de recueillir. Elle donne de la louange pour en recevoir. Elle aime généralement tous les hommes, quelque âge, quelque naissance et quelque mérite qu'ils aient, et de quelque profession qu'ils soient. Tout lui est bon, depuis le manteau royal jusqu'à la soutane, depuis le sceptre jusqu'à l'écritoire. Quelques épines, Geneviève Haroche, dans ce portrait du cousin Bussy-Rabutin. Elle aime tous les hommes et elle décide de n'en épouser aucun. Oui, alors il ne faut pas sous-estimer dans le portrait composé par Bussy une réaction de colère après le refus d'un prêt qu'il avait demandé à sa cousine. Donc il compose ce portrait charge et ce portrait, elle ne le découvrira qu'en 1666, 3 années plus tard. Donc il est vrai que Bussy souligne la situation de veuve, les avantages du statut de veuve, pour ainsi dire, et c'est un statut auquel Madame de Sévigné a beaucoup tenu. L'angoisse d'avoir à affronter d'autres maternités, par exemple, Madame de Lafayette disait « on meurt fort bien de ces choses-là ». Sa grande amie, Madame de Lafayette. Oui, sa première amie, celle qu'elle appelait sa première amie. La princesse de Clèves. Oui, l'auteur de la princesse de Clèves. Que Nicolas Sarkozy aimait tellement. Oui, absolument. Et d'autre part, partager la tutelle de ses enfants mineurs avec un second époux, son manque de foi envers la fidélité des hommes, tout cet ensemble de raisons font que, elle tiendra à conserver son statut de veuve. D'ailleurs, à la suite de la bataille de Fleurus, elle dit à son cousin, pour les jeunes veuves, elles ne sont guère à plaindre, elles seront bien heureuses d'être leur maîtresse ou de changer de maître. Donc, il y a vraiment une apologie du veuvage. Donc, cette liberté très importante pour elle, liberté du comportement, liberté de l'écriture, liberté de la correspondance. Il faut que nous en venions maintenant, Geneviève Haroche, à la spécificité de cette correspondance. La question du secret, la question de la discrétion, la question de la transparence. Avec cet art subtil du partage entre texte public et privé sur laquelle il faut que nous arrêtions un instant. Oui, je crois qu'il faudrait rappeler plusieurs choses en ce qui concerne l'art épistolaire de Madame de Sévigné. Tout d'abord, le fait qu'elle bénéficie d'une réforme importante, d'un réaménagement du système postal effectué par Louvois, qui fait que la régularité des échanges, voire la sécurité des échanges, favorise l'épanouissement d'une des formes épistolaires existantes, c'est-à-dire la lettre familière. Elle dit à un moment donné, effectivement, quelle belle invention que la poste. Quelle belle invention que la poste et que j'apprécie, messieurs les postillons. Madame de Sévigné ira même jusqu'à se faire des amis auprès des commis, afin qu'ils portent ces lettres plus rapidement. C'est un investissement, d'ailleurs, ça coûte assez cher, oui, y compris le papier. Tout à fait. Roger Duchesne, qui a travaillé sur le sujet, et le grand spécialiste, qui a été le grand éditeur de la correspondance de Madame de Sévigné, évoquait une somme qui avait avoisiné les 40 ou 50 euros par semaine, pour écrire 3 lettres par semaine. Quant au fond de la correspondance, qu'est-ce qui est secret et qu'est-ce qui est public? Comment est-ce que Madame de Sévigné organise à cet égard cette relation avec le faire savoir? Comment les choses s'organisent-elles? Alors, il me semble que la lettre est par essence un genre qui met en lumière les frontières, celles du public et du privé. Et il ne faut peut-être pas oublier qu'il existe différentes formes de lettres. D'une part, la lettre qui a une fonction collective, les lettres qui ont un statut intermédiaire qui comportent des passages rédigés à la seule intention du destinataire, tibi soli, et qui voisinent avec des récits qui peuvent être divulgués. Et ensuite, un troisième type de lettres, des lettres qui sont strictement privées, des lettres d'intimité amicale ou amoureuse. Et donc, Madame de Sévigné écrit des lettres qu'on peut considérées comme étant des lettres familières, ce qui ne veut pas dire que toutes ces lettres soient entièrement privées. Il y a certains passages qu'elle indique comme pouvant être lus
à d'autres personnes. À haute voix, souvent. À haute voix, voilà. Alors, par exemple, dans les lettres à sa fille, ce sont tous les passages qui concernent les modes, notamment toute la série de lettres consacrées à la coiffure hurlupée, par exemple. Mais en revanche, tous les passages concernant l'expression des sentiments, la crainte devant la mort, par exemple, sont des passages qui sont des passages réservés au seul destinataire. Avec parfois de la prudence. L'inquiétude, elle écrit à sa fille en 1672, « Ne craignez point que je montre vos lettres. Je sais parfaitement ceux qui en sont dignes et ce qu'il faut en dire ou en cacher. » Et en même temps, elle lui écrit à un autre moment, « Mon Dieu m'abonne que vos lettres sont aimables. Il y a des endroits dignes de l'impression. Un de ces jours, vous trouverez qu'un de vos amis vous aura trahi. » Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, Madame de Sévigné, parfois, livre aux commentaires de ses meilleures amies, Madame de Lavardin, Madame de Lafayette et la future Madame de Maintenon, certains passages des lettres de Françoise, et ce livre a de véritables analyses de style, en trouvant son style rapide, allant droit au but, un style efficace. Donc, effectivement, ce sont des commentaires sur ce qu'on appelle la belle lettre, c'est-à-dire une lettre digne d'être peut-être divulguée, mais toujours dans un cercle extrêmement privé. En revanche, les lettres de relation comme celle qui a été lue, la lettre sur le mariage de Lauzun, sont des lettres qui sont plus ou moins explicitement destinées à un petit groupe de destinataires. Ce qui nous amène à un autre élément essentiel, c'est que la lettre est une forme littéraire qui est une forme non seulement hybride, mais également une forme gigogne, parce qu'elle accueille en son sein d'autres formes littéraires, comme la poésie, comme l'énigme, comme le dialogue, ou comme la relation, c'est-à-dire la relation, c'est-à-dire la description en forme. Donc c'est un genre qui est une sorte de matrice, et Madame de Sévigné, qui connaît très bien les codes, qui connaît très bien l'histoire du genre. Donc Madame de Sévigné est quelqu'un de parfaitement averti. Ça n'est pas parce qu'elle est considérée comme le symbole du naturel que ces lettres sont des lettres négligées. Il s'agit d'un naturel conscient, recomposé, qui n'est pas nécessairement étudié, mais dont la spontanéité résulte d'un art extrêmement concerté, conscient. D'autre part, comme mondaine, comme lettrée, elle sait également que la lettre comporte des codes et elle les subvertit. Par exemple, elle se moque parfois de ce qu'elle appelle le style à 5 sols, c'est-à-dire le style de ces formulaires qui sont vendus sur le Pont-Neuf, où on commence une lettre par « j'ai reçu la vôtre ». Eh bien, quelquefois, lorsqu'elle est séparée, lorsqu'elle souffre de l'absence de Françoise, elle dit « aujourd'hui, je ne me moquerai plus des lettres qui commencent par « j'ai reçu la vôtre ». Donc voilà, il y a cette virtuosité qui est à la fois consciente, naturelle, spontanée, inventive, et qui explique la raison pour laquelle ces lettres sont devenues une sorte de parangon de l'art épistolaire à la française. C'est en somme, si je vous suis, un art subtil du partage entre texte public et privé. Oui. Est-ce qu'elle se voit déjà comme auteure, comme une écrivaine ? Alors, je ne crois pas du tout que Madame de Sévigné se voit comme une écrivaine. Et pour preuve, une anecdote qui se produit au moment où Madame de Lafayette a publié La Princesse de Clèves. On en parle beaucoup, on en parle dans le Mercure. Il y a des articles, des commentaires. Elle échange beaucoup avec son cousin Bussy-Rabutin à ce sujet. Et Bussy-Rabutin, connaissant la complicité qui a présidé à la rédaction de La Princesse de Clèves, complicité entre Madame de Lafayette et La Rochefoucauld, Bussy-Rabutin lui propose d'écrire, elle aussi, avec lui, une histoire à 2 voix. Et à ce moment-là, Madame de Sévigné ne reprend pas la balle au bond. Ce qui l'intéresse, c'est une écriture adressée, c'est une écriture qui reflète la conversation, mais elle n'est pas intéressée par se trouver, se dit-elle, entre toutes les mains. Voilà, cette notion du public, d'un public anonyme, l'importune. En même temps, elle cherche un public qui n'est pas anonyme, qui est proche. Quand on retrouve certaines de ces lettres très fameuses
On ne peut pas ne pas penser qu'elle souhaitait que son texte fût diffusé quelque peu à la ronde. Je pense, je vous en offre un, on attend probablement la fameuse évocation de la mort de Vatel, une lettre du 26 avril 1871 lue par Gisèle Casatsu. Vatel, c'est le maître d'hôtel du Grand Condé qui accueille le roi de France à Chantilly. Et voilà l'histoire. Il est dimanche 26 avril. Cette lettre ne partira que mercredi, mais ceci n'est pas une lettre, c'est une relation que vient de me faire Moreuil à votre intention de ce qui s'est passé à Chantilly touchant Vatel. Je vous écrivis vendredi qu'il s'était poignardé. Le roi arriva jeudi au soir. La chasse, les lanternes, le clair de lune, la promenade, la collation dans un lieu tapissé de jonquilles, tout cela fut à souhait. On soupa. Il y eut quelques tables où le rôti manqua, à cause de plusieurs dîners où l'on ne s'était point attendu. Cela saisit Vatel. Il dit plusieurs fois « Je suis perdu d'honneur, voici un affront que je ne supporterai pas. » Il dit à Gourville « La tête me tourne, il y a 12 nuits que je n'ai dormi, aidez-moi à donner des ordres. » Gourville le soulagea en ce qu'il put. Ce rôti qui avait manqué, non pas à la table du roi, mais au 25e, lui revenait toujours à la tête. Monsieur le prince alla jusque dans sa chambre et lui dit « Va-t-elle, tout va bien, rien n'était si beau que le souper du roi. » Il lui dit « Monseigneur, votre bonté m'achève. Je sais que le rôti a manqué à 2 tables. » « Point du tout, dit monsieur le prince, ne vous fâchez point, tout va bien. » La nuit vient. À 4 heures du matin, Vatel s'en va partout. Il trouve tout endormi. Il rencontre un petit pourvoyeur qui lui apportait seulement 2 charges de marée. Il lui demande « Est-ce là tout ?» Il lui dit « Oui, monsieur. » Il ne savait pas que Vatel avait envoyé à tous les ports de mer. Il attend quelque temps. Les autres pourvoyeurs ne viennent point. Sa tête s'échauffait. Il croit qu'il n'aura point d'autre marée. Il trouve Gourville et lui dit « Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront-ci. J'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. » Gourville se moqua de lui. Vatel monte à sa chambre, met son épée contre la porte et se la passe au travers du cœur. Mais ce ne fut qu'au 3e coup, car il s'en donna 2 qui n'étaient pas mortels. Il tombe mort. La marée, cependant, arrive de tous côtés. On cherche Vatel pour la distribuer. On va à sa chambre, on heurte, on enfonce la porte. On le trouve noyé dans son sang. Monsieur le prince le dit au roi fort tristement. On dit que c'était à force d'avoir de l'honneur en sa manière. On loua et blâma son courage. Le roi dit qu'il y avait 5 ans qu'il retardait de venir à Chantilly parce qu'il comprenait l'excès de cet embarras. Il dit à monsieur le prince qu'il ne devait avoir que 2 tables et ne se point charger du reste. Mais c'était trop tard pour le pauvre Vatel. Cependant, Gourville tâche de réparer la perte de Vatel. Elle le fut. On dîna très bien, on fit collation, on soupa, on se promena, on joua, on fut à la chasse. Tout était parfumé de jonquilles, tout était enchanté. Tout était enchanté, Geneviève Laroche. Il y a là un mélange de cynisme, d'apitoiement. Cet aspect de la correspondance de Madame de Sévigné, à quoi nous consacrons cette émission, elle nous apporte une sorte de reportage sur ce qu'est la cour pendant plusieurs décennies. Et elle a un œil, comme on disait des journalistes au XXe siècle. On a dit d'elle qu'elle avait des talents de reportage, hein, c'est évident. C'est quelque chose qui se marque à travers notamment le récit de l'affaire Fouquet, hein, qu'elle raconte en plusieurs épisodes à son amie Pomponne. L'affaire Fouquet, rappelez-nous ce qu'il en est. Eh bien, Madame de Sévigné se trouve mêlée à 2 moments à l'affaire Fouquet. D'une part, lorsque le surintendant des finances est tombé dans le piège tendu par le roi et Colbert et qu'il est emprisonné, on découvre en son domicile une cassette contenant les lettres de ses maîtresses. Et il se trouve qu'un billet de Madame de Sévigné a été rangé par Nicolas Fouquet dans les liasses de lettres. Et donc, elle est aux abois, elle est extrêmement inquiète. Il s'agit simplement d'une lettre de demande de service pour son neveu. Mais, comme on l'a vu, elle est experte en art du badinage. Elle craint de mauvaises interprétations. Le roi et Anne d'Autriche se font apporter la lettre. Et on peut dire que la première explication de texte des lettres de Madame de Sévigné a eu lieu à ce moment-là. Et le roi et Anne d'Autriche décident que finalement, il s'agit d'une simple lettre d'amitié. On est là au
au cœur de cette question du privé et du public. Inquiétude que ces lettres soient révélées. Absolument. Cette jeune femme a 35 ans, née en 1661. Absolument, et elle risque sa réputation de jeune veuve, d'une part, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles toutes les lettres de relation qu'elle va envoyer à son amie Pomponne seront transportées par un courrier privé. Elle ne confiera pas à la poste les lettres relatant le procès du surintendant. Car il faut savoir que nombre de lettres se retrouvaient ouvertes sur le bureau du roi. C'est ce qu'on appelait le cabinet noir ensuite, plus tard. Oui, plus tard. Il faudra attendre Turgot au XVIIIe siècle pour que le secret des lettres soit vraiment garanti. Et encore. Elle a connu la fronde dans son jeune âge. Oui, bien sûr, nous faisons un petit retour en arrière, effectivement. Les hommes de son entourage, son oncle René de Sévigné, son époux Henri, son cousin Bussy, sont engagés dans la fronde. Les protagonistes changent de camp du jour au lendemain. Enfin, c'est une atmosphère de rébellion, de turbulence, d'insécurité. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Madame de Sévigné, comme son cousin, seront, pour ainsi dire, subiront les conséquences de cette rébellion, puisque finalement, toute sa vie durant, Madame de Sévigné n'obtiendra jamais de faveur réelle, par exemple pour son fils, et Bussy-Rabutin vivra presque 20 ans en exil. Il n'empêche que Madame de Sévigné est accueillie à la cour et qu'elle en donne des tableaux intéressants, avec un humour particulier. Écoutez cette évocation, une farce que fait le roi Louis XIV, le grand roi, de ses courtisans, le madrigal du roi. C'est une lettre au marquis de Pomponne du 1er décembre 1664 qui est lu ici par Odile Poisson dans l'émission de Georges Perroux, le grand Georges Perroux, la grande oreille de Radio France. Une émission de Georges Perroux, première réplique, 26 mars 1969. Au marquis de Pomponne, lundi 1er décembre 1664. Il faut que je vous conte une petite historiette qui est très vraie et qui vous divertira. Le roi se mêle depuis peu de faire des vers. Messieurs de Saint-Amand et d'Anjou lui apprennent comment il faut s'y prendre. Il fit l'autre jour un petit madrigal que lui-même ne trouva pas trop joli. Un matin, il dit au maréchal de Gramont : « Monsieur le maréchal, je vous prie, lisez ce petit madrigal et voyez si vous en avez jamais vu un si impertinent. Parce qu'on sait que depuis peu j'aime les vers, on m'en apporte de toutes les façons. » Le maréchal, après avoir lu, dit au roi : « Sire, votre majesté juge divinement bien de toutes choses. Il est vrai que voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal que j'ai jamais lu. » Le roi se mit à rire et lui dit : « N'est-il pas vrai que celui qui l'a fait est bien fat ? Sire, il n'y a pas moyen de lui donner un autre nom. »« Oh, bien dit le roi, je suis ravi que vous m'en ayez parlé si bonnement. C'est moi qui l'ai fait. »« Ah, sire, quelle trahison, que votre majesté me le rende. Je l'ai lu brusquement. »« Non, monsieur le maréchal. Les premiers sentiments sont toujours les plus naturels. » Le roi fort rit de cette folie, et tout le monde trouve que voilà la plus cruelle petite chose que l'on puisse faire à un vieux courtisan. L'humour et parfois l'ironie de Madame de Sévigné, c'est un sujet. Oui, absolument, mais il faudrait peut-être ajouter à ce petit récit la phrase de conclusion que Madame de Sévigné ajoute, quelques phrases à la suite de ce petit dialogue. « Pour moi, qui aime toujours à faire des réflexions, je voudrais que le roi en fît là-dessus et qu'il jugeât par là combien il est loin de connaître jamais la vérité. » Donc le dialogue est une sorte de contrepoint qui permet d'exprimer très discrètement une critique. Elle amène sa fille à la cour, c'est important, une présentation. D'ailleurs, cela fait un peu jaser par moments. Françoise, qui sera Françoise de Grignan. Oui, mais Françoise a été choisie pour figurer sur la scène aux côtés du roi. 3 années de suite, en 1663 pour le ballet des Arts, 64 le ballet des Amours déguisés, et en 65 ballet de la naissance de Vénus. Elle figure aux côtés de Madame,
et de Louise de la Vallière. Donc on chuchote, on fait des commentaires. Ne serait-elle pas une de celles sur qui le monarque a jeté les yeux? Le cousin Bussy-Rabutin parle d'elle en disant « c'est le plus beau pucelage de France ». Oui, tout à fait. Et Bussy n'aurait pas détesté que Françoise tomba dans le lit du monarque. Il en aurait tiré des avantages. Mais La Fontaine dédie en 1669 une fable à Mademoiselle de Sévigné, la fable du lion amoureux, qui se termine par le distique fameux « Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence ». Parce que le lion a accepté de se faire limer les ongles le et les lion dents. a accepté de se faire limer les ongles. Et ça se termine très mal pour lui. Tout à fait. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Il y a la cour et puis il y a la ville. Et elle est aussi une femme de lettres, elle se rapproche des précieuses, celles qui ne sont pas vues par tout le monde comme par Molière, comme précieuses ridicules. Oui, Madame de Sévigné apprécie la compagnie de Mademoiselle de Scudéry, notamment, dont elle fréquente les samedis de la rue de Beauce, où se trouve également Pélisson, qui est le rédacteur d'un petit journal qui relate les entretiens de ce petit cénacle. Et elle a également eu connaissance de la fameuse carte de Tendre, qui est une carte où Mademoiselle de Scudéry décrit un espace amoureux, une géographie amoureuse, qui a pour fin, si l'on veut bien reprendre l'expression empruntée à Madame de Rambouillet, de débrutaliser les hommes, c'est-à-dire de les faire passer par différentes stades du sentiment, par différentes nuances de la sensibilité. Alors ces précieuses ont pour objectif, pour souhait, de se donner du prix, c'est-à-dire par la culture, par la connaissance, de parvenir à s'émanciper par la culture et se donner une certaine forme de liberté. Et certains observateurs inscrivent la marquise de Sévigné parmi les précieuses sous un pseudonyme. Oui, tout à fait. Elle va figurer dans le dictionnaire de Somès des précieuses. Et à ce moment, c'est la mode des portraits. Par exemple, Mademoiselle va réaliser le portrait de Madame de Sévigné. Elle est considérée comme une des précieuses, bien qu'elle n'ait jamais elle-même tenu la plume pour rédiger des portraits. Elle est au contact des écrivains de son temps. Vous citiez Ménage, le grammairien. Ménage, Chaplin, Costa. La Rochefoucauld, qui est un de ses grands amis. Évidemment, avec Madame La Rochefoucauld, avec Madame de Lafayette, elle s'exerce au jeu des maximes. Elle compare différentes formes de maximes. Donc, elle est véritablement baignée dans ce qu'on appelle le loisir lettré, dans une vie extrêmement cultivée. Elle lit. Son fils Charles, lorsqu'ils se trouvent ensemble au Rocher, lui fait la lecture. On lit de l'histoire, car elle s'y intéresse, mais on lit également des romans à épisodes, comme les romans de la Calprenède. Elle lit plusieurs heures par jour. Nous évoquions sa fille il y a un instant. Geneviève Laroche, il faut que nous en venions, on ne peut pas en faire l'économie, à la grande question de ses relations avec sa fille, marquée par une passion, des enthousiasmes, des frustrations majeures. Pour entrer dans ce chapitre de la vie de Madame de Sévigné, écoutez cette lettre du 5 octobre 1673, lue par Jeanne Boitel, séparation avec sa fille. La deuxième séparation, vous nous expliquerez après de quoi il s'agit et pourquoi cette distance si douloureuse a été créée. Distance qui n'exclut pas une grande proximité affective, vous allez voir. À Madame de Grignan, à Montélimar, 5e octobre 1673. Voici un terrible jour, ma chère fille. Je vous avoue que je n'en puis plus. Je vous ai quitté dans un état qui augmente ma douleur. Je songe à tous les pas que vous faites et à tous ceux que je fais. Et combien il s'en faut qu'en marchant toujours de cette sorte, nous puissions jamais nous rencontrer. Mon cœur est en repos quand il est auprès de vous. C'est son état naturel. Et le seul qui peut lui plaire. Ce qui s'est passé ce matin me donne une douleur sensible et me fait un déchirement dont votre philosophie sait les raisons. Je les ai sentis et les sentirai longtemps. J'ai le cœur et l'imagination tout remplis de vous. Je n'y puis penser sans pleurer. Et j'y pense toujours.
de sorte que l'état où je suis n'est pas une chose soutenable. Comme il est extrême, j'espère qu'il ne durera pas dans cette violence. Je vous cherche toujours, et je trouve que tout me manque parce que vous me manquez. Mes yeux, qui vous ont tant rencontré depuis 14 mois, ne vous trouvent plus. Le temps agréable qui est passé rend celui-ci douloureux, jusqu'à ce que j'y sois un peu accoutumée. Mais ce ne sera jamais assez pour ne pas souhaiter ardemment de vous revoir et de vous embrasser. Je sais ce que votre absence m'a fait souffrir. Je serai encore plus à plaindre parce que je me suis fait imprudemment une habitude nécessaire de vous voir. Il me semble que je ne vous ai point assez embrassé en partant. Je ne vous ai point dit assez combien je suis contente de votre tendresse. Je ne vous ai point assez recommandé à Monsieur de Grignan. Et je ne l'ai point assez remercié de toutes ses politesses pour moi. Je suis dévorée de curiosité. Je n'espère de consolation que de vos lettres qui me feront encore bien soupirer. En un mot, ma fille, je ne vis que pour vous. On comprend à entendre ce texte, Geneviève Haroche, que depuis que les lettres de Madame de Sévigné ont été connues dans le cours du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, beaucoup d'encre est coulée à propos de cette relation. Mais vous apportez aussi votre point de vue qui tranche sur ceux d'avant, et je voudrais que vous nous expliquiez cela. Oui, alors cet extrait révèle tout d'abord à quel point l'absence, c'est d'abord un vide. La fille de Madame de Sévigné est partie en Provence, elle a suivi son époux qui est lieutenant général, et les deux femmes sont séparées par un désert de 3 semaines de voyage. Il est le gouverneur de fait de la Provence. Voilà, absolument. Donc ces lettres sont extrêmement pathétiques, effectivement, et étant donné le déséquilibre des sources, c'est-à-dire le fait que sur les 1120 lettres que nous possédons de Madame de Sévigné, 764 lettres sont destinées à sa fille, eh bien, le regard sur Madame de Sévigné s'en est trouvé certainement modifié. On n'a pas les siennes de surcroît, celles de On n'a pas Françoise. les lettres de Françoise, elles ont été détruites par Madame de Simiane, la petite fille de Madame de Sévigné. Donc, 764 lettres à sa fille, 126 à Bussy, 220 lettres à d'autres destinataires. On voit bien là que le corpus conservé ne reflète pas la réalité de ce qui a pu être le commerce épistolaire, ni la vie de Madame de Sévigné. Et donc, il me semble que ce déséquilibre a eu tendance à orienter l'interprétation de Madame de Sévigné en mère pathétique, parce que si elle était réellement peinée du départ de sa fille, cela ne l'empêchait pas de continuer une vie sociale, de voir ses amis, d'aller en Bretagne, de s'y trouver bien et de vivre de manière relativement gaie. Les relations sont compliquées parce que parfois on a le sentiment que Madame de Grignan exprime l'impression d'avoir vécu dans l'ombre d'une mère trop brillante. Elle lui fait le reproche d'être un rideau qui la cachait, un rideau tel qu'on en plaçait pour protéger ou dissimuler une peinture. Et sa mère rétorque, tant pis si je vous cachais, vous êtes encore plus aimable quand on a tiré le rideau. Il est vrai que Madame de Sévigné n'a jamais cessé de mettre sa fille en valeur, pour preuve lorsqu'elle accepte qu'elle se produise sur la scène aux côtés du roi. Elle ne rate jamais une occasion de louer sa beauté, de louer son portrait, de louer sa manière d'écrire. Il semblerait que les difficultés de relation entre la mère et la fille aient existé pour des raisons que nous avons bien des difficultés à apprécier aujourd'hui. Il reste un sentiment quand même d'une violence, enfin d'une intensité, d'une force dans cet amour de la mère pour la fille qui aujourd'hui peut surprendre. Est-ce que l'expression du temps explique aussi cela ? Il est possible, effectivement, que cette intensité ait donné lieu à des interprétations, mais ce serait oublier notamment la présence de son fils Charles, pour lequel elle a une relation extrêmement forte. Et il me semble que ce qui fait obstacle à la relation entre la mère et la fille, c'est cette fuite, cette opacité que Françoise oppose à sa mère. Dans le fond, Madame de Sévigné ne la comprend pas si bien que ça, elle lui est un peu étrangère.
Elle se protège peut-être. C'est possible, il est possible qu'elle se protège. Donc il est très difficile pour nous d'en juger, mais je pense qu'il ne faut pas négliger les autres affections, qui sont des affections également maternelles que Madame de Sévigné a eues, pour son fils et aussi par exemple pour sa petite fille Marie-Blanche. Une chose tout à fait singulière, c'est cette attention qu'a Madame de Sévigné à la prime enfance, en un siècle où on s'intéresse pas tellement aux nouveau-nés. Elle décrit ses balbutiements, son bavardage. Oui. Elle s'intéresse de même aussi aux jeunes enfants qui se trouvent. L'art d'être grand-mère, aurait dit Victor Hugo. Oui, absolument. Oui. Elle aime beaucoup son fils, vous marquez qu'elle a des tendresses pour lui. C'est un peu un aimable cavalier. Il retrouve la maîtresse qu'avait eu son père, Ninon de l'Enclos. C'est assez spécifique. Oui, alors il y a une énigme également dans l'intérêt que Charles pourra avoir pour Ninon, parce que Charles n'a jamais entendu parler de son père, ou très peu, on n'en parle jamais. Et on pourrait se demander si Charles n'a pas cherché à avoir, par l'intermédiaire de Ninon, une meilleure connaissance de son père. Nous arrêterons au bord de cette interprétation quasiment psychanalytique, Geneviève Laroche. Il faut maintenant conduire la marquise jusqu'à sa mort, et en particulier le moment où, comme beaucoup de ses contemporaines, elle se rapproche de la religion à mesure qu'elle sent la mort proche. Et écoutez, pour la retrouver à ce moment-là, au moment du déclin de sa vie, cette lettre du 16 mars 1672, La vie et la mort, qui est lue ici par Jeanne Boitel. À Madame de Grignan, 16e mars 1672. Vous me demandez, ma chère enfant, si j'aime toujours bien la vie. Je vous avoue que j'y trouve des chagrins cuisants, mais je suis encore plus dégoûtée de la mort. Je me trouve si malheureuse d'avoir à finir tout ceci par elle, que si je pouvais retourner en arrière, je ne demanderais pas mieux. Je me trouve dans un engagement qui m'embarrasse. Je suis embarquée dans la vie sans mon consentement. Il faut que j'en sorte. C'est à ma somme. Et comment en sortirai-je? Par où? Par quelle porte? Quand sera-ce? En quelle disposition? Souffrirai-je 1000 et 1000 douleurs qui me feront mourir désespérée? Aurais-je un transport au cerveau? Mourrais-je d'un accident? Comment serais-je avec Dieu? Qu'aurais-je à lui présenter? La crainte, la nécessité feront-elles mon retour vers lui? N'aurais-je aucun autre sentiment que celui de la peur? Que puis-je espérer? Suis-je digne du paradis? Suis-je digne de l'enfer? Quelle alternative, quel embarras! Rien n'est si fou que de mettre son salut dans l'incertitude, mais rien n'est si naturel. Et la sotte vie que je mène est la chose du monde la plus aisée à comprendre. Je m'abîme dans ses pensées, et je trouve la mort si terrible que je hais plus la vie parce qu'elle y mène que par les épines qui s'y rencontrent. Vous me direz que je veux vivre éternellement? Point du tout. Mais si on m'avait demandé mon avis, j'aurais bien aimé à mourir entre les bras de ma nourrice. Cela m'aurait ôté bien des ennuis et m'aurait donné le ciel bien sûrement et bien aisément. Je trouve la mort si terrible que je hais plus la vie parce qu'elle m'y mène que par les épines qui s'y rencontrent. On pense au mot fameux de Victor Hugo dans Les Misérables, la mort n'est rien. Ce qui est affreux, c'est de ne plus vivre. Nous touchons là la question de la religion de Madame de Sévigné. Dans sa jeunesse, elle ne fait pas mystère de son absence de piété et elle aime bien citer cette phrase de son père. « Mon père disait qu'il aimait Dieu lorsqu'il était bien aise, il me semble que je suis sa fille. » On l'a appelée la jolie païenne. C'est un mot d'Arnaud d'Andilly, l'homme de janséniste, le solitaire de Port-Royal. Oui, et elle a été proche, effectivement, de plusieurs personnes ayant joué un rôle actif dans le groupe de Port-Royal. Son oncle René Renaud, Arnaud de Pomponne. Elle lit et elle relit les petites lettres, c'est-à-dire les lettres provinciales, mais elle ne communique que très rarement. Elle a des difficultés à prier, et par exemple, lorsqu'un jour elle aperçoit la mère Agnès en extase, cela lui semble extrêmement étranger. Donc elle a recours à une autre notion qui est la notion de providence, dont elle a pu lire la définition dans ses lectures de l'introduction à la vie dévote de François de Sales, qui fut proche de sa grand-mère.
Donc elle a recours à cette notion de providence comme une solution qui lui permet de rester dans le sein de l'Église. C'est ma dévotion, c'est mon scapulaire, c'est mon rosaire. Cependant, elle finit par être touchée sans qu'on puisse vraiment parler de conversion, comme on l'a dit parfois. Et c'est un événement fortuit, enfin c'est la mort toute sainte et paisible de son oncle Saint-Aubin, ses obsèques dépourvues de toute pompe funèbre, qui sont le moment où elle sent pour la première fois un appel. Elle parle d'une mort délicieuse. Et elle, qui craignait de franchir la porte, comprend que la fin de la vie peut ne pas être une épreuve, et cet exemple la fortifie. Et voilà ce qu'elle dit au moment des obsèques. Il n'y a plus de temps pour lui, il jouit de l'éternité, avec un amour ardent et une crainte pleine de confiance. Donc il me semble que plutôt que dire que Madame Sévigné s'est rapprochée de Port-Royal, eh bien c'est plutôt cet exemple, cette expérience de la mort de son oncle qui la rassure et qui lui permet de franchir le pas d'une façon relativement apaisée. Donc ça ne contredit pas ce mot que vous avez quelque part dans votre biographie magnifique. Geneviève Haroche, elle était douée pour le bonheur, vous le confirmez ? Oui, absolument. Cette énergie, cette vitalité, elle la puise dans le spectacle de la prime enfance, observation qui est relativement rare en son temps, et elle la puise également dans l'observation du renouveau de la nature, dans l'observation de ses arbres. En fait, toute forme de vitalité la renforce et lui donne de l'énergie. Un mot pour finir sur sa postérité, car évidemment, il faut comprendre comment ces lettres qui n'étaient pas faites, nous l'avons dit, pour constituer une œuvre littéraire à proprement parler, vont progressivement émerger et faire d'elle un des phares de notre littérature de ce grand siècle. Ces lettres ont tout d'abord été divulguées dans les mémoires manuscrits de Bussy-Rabutin, puis publiées après sa mort en 1796 dans ses mémoires. C'est la première fois que des personnes n'appartenant pas à son cercle ont pu en prendre connaissance. Ensuite, ce sont des éditions subreptices au début du XVIIIe siècle, entre 1625 et 1626, qui ont donné connaissance de lettres décrivant la vie à la cour et qui ont commencé à intéresser le public. Vous avez évoqué sa petite fille Pauline de Simiane qui joue un rôle important, à la fois dans la publication et dans un certain contrôle de ce qui est donné à lire. Oui, absolument. C'est-à-dire que Pauline de Simiane, s'apercevant de la divulgation progressive de ces lettres, se saisit de cette question et, avec le chevalier Perrin, qui était un lettré, commence à donner une première édition des lettres, tout en demandant que les autographes soient détruits après la publication. Et c'est toute une histoire assez rocambolesque. En particulier, Lamartine connaît déjà son premier biographe, les romantiques s'y intéressent, et puis ensuite surgissent des manuscrits inattendus. Encore un mot, s'il vous plaît, sur ce point. Les lettres avaient été détruites, mais il semblerait que plusieurs copies de lettres aient été réalisées, et donc ce sont plusieurs érudits qui vont retrouver chez les antiquaires, chez les brocanteurs, voilà, ces copies, et grâce à ces copies, on a pu effectuer des comparaisons et compléter la première édition, qui était l'édition Perrin. Donc l'histoire de la publication des lettres est complexe. On a ensuite retrouvé d'autres lettres, mais finalement des pans entiers sont entièrement disparus, comme les lettres à Charles et les lettres à Madame de Lavardin, par exemple, dont on sait qu'il y en avait énormément. Comment décririez-vous, pour finir, Geneviève Haroche, l'évolution de l'image de votre Madame de Sévigné depuis ce début du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours? Elle a continué d'être en mouvement, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Au XVIIIe siècle, elle est considérée comme la représentante d'un art épistolaire à la française, du naturel. C'est Voltaire, ce sont des gens comme Walpole, ce sont des gens comme Lord Chesterfield qui sont ses premiers lecteurs et qui recommandent sa lecture. Et puis ensuite, son premier véritable biographe, c'est Lamartine, qui superposait volontiers l'image de Madame de Sévigné à celle de sa propre mère. Et donc, c'est au XIXe siècle qu'elle va devenir l'icône de la maternité souffrante.
pourrait-on dire. C'est cette icône qui vous paraît excessivement dessinée, Geneviève Haroche. Il me semble que l'image de Madame de Sévigné gagnerait à être dégagée de cette mise en scène pathétique. Et malheureusement, les études universitaires, et notamment les concours de l'agrégation, qui ont mis plusieurs fois à leur programme les lettres de l'année 1671. Alors bon, vous nous la baillez belle. Voilà, ont insisté, ont développé cette image de la mère souffrante en concentrant la recherche des jeunes chercheurs, la recherche des jeunes universitaires sur cet aspect de son talent. Vous considérez, ma chère collègue, que les programmes d'agrégation ont eu un rôle néfaste, si je comprends bien. Est-ce que je force votre pensée ? Bon, peut-être ce serait un peu exagéré, mais disons qu'on contribuait à déformer l'image de Madame de Sévigné. Eh bien, je pense que nous aurons contribué, j'espère, pendant cette heure, pour nos auditrices et nos auditeurs, à nuancer les choses et à rejoindre peut-être le propos de Saint-Simon sur elle, sur lequel j'ai envie de terminer notre échange. Cette femme, par son aisance, ses grâces naturelles, la douceur de son esprit, en donnait, par sa conversation, à qui n'en avait pas. Extrêmement bonne d'ailleurs, et savait extrêmement toutes choses, sans vouloir paraître savoir rien. Ça vous convient ? Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre livre qui vient de paraître aux éditions Flammarion, s'intitule Madame de Sévigné, une femme et son monde, au grand siècle. D'autres femmes illustres, Geneviève Haroche, ont profité de votre talent et de votre curiosité, puisque vous en avez fait les biographies. Je pense à Louise de Villemorin, à Madame Campan, à Madame Vigée-Lebrun. Je donne tout cela en désordre. Le détail sera naturellement, comme d'ordinaire, sur notre site, parmi une bibliographie plus riche. Hommage aussi à la revue épistolaire qui paraît aux éditions Honoré Champion depuis près de 40 ans, n'est-ce pas ? Et vous avez un rôle éminent dans cette aventure. Et Geneviève Haroche-Bouzinac. Oui, c'est une revue qui a été fondée à Cerisy il y a un peu plus de 30 ans, avec une équipe de chercheurs très assidus aux études épistolaires. Lors des décades de Cerisy ? Absolument. Il faut évoquer aussi, puisque nous parlions de Grignan, de ce gendre qui a eu une sorte de rivalité avec Madame de Sévigné autour de la personnalité de Françoise de Sévigné. Depuis 1996, à ceux qui ne le sauraient pas, existe à Grignan un festival de la correspondance qui a été fondé à l'initiative du maire de Grignan, Bruno Durieux, et qui permet chaque année de rendre hommage aux plus célèbres des épistoliers et des épistolières. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission, vous le savez, ad libitum. Et tout en vous faisant entendre l'air « Chanter petits oiseaux » du compositeur Michel Lambert, qui a vécu au XVIIe siècle, interprété ici par l'ensemble Les Arts Florissants en 2013, un air que Madame de Sévigné aimait beaucoup, m'avez-vous dit, Geneviève Haroche. Je rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son Laurence César, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, Emmanuel Lucioni pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel et pour la documentation